Bonjour à tous, je suis Christophe Demoulin, je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel et docteur en sciences de la motricité. Je travaille à l'Université de Liège et je suis également kinésithérapeute à la clinique du 2 du CHU de Liège. En ce jour de la kinésithérapie, je suis vraiment heureux d'avoir la possibilité d'aborder avec vous la prise en charge de la thérapie manuelle orthopédique dans le cadre de la lombalgie. Alors avant toute chose, peut-être rappeler que la lombalgie est actuellement un véritable fléau socio-économique. C'est un problème majeur de santé publique caractérisé par une prévalence très élevée. On parle dans la littérature d'une prévalence vie entière de 66 à 75%, ce qui signifie que 66 à 75% des individus ont souffert, souffrent ou souffriront un jour de maux de dos. La prévalence annuelle en Belgique est estimée à 21% et la prévalence instantanée mondiale atteint 7%, signifiant qu'à tout moment, à travers le monde, plus de 500 millions d'individus souffrent de douleurs lombaires. Alors, la consommation des soins de santé en raison des lombalgies est également considérable. En 2004, un rapport révélait que 25% des Belges avaient consulté leur médecin généraliste pour des douleurs lombaires au cours de l'année. Et évidemment, les coûts associés à la lombalgie, que ce soit les coûts directs ou indirects, sont énormes. Ils varient, ils sont estimés entre 270 millions et 1,6 milliard d'euros pour l'année 2004. Enfin, on pourrait se poser la question de savoir si les choses évoluent favorablement. Eh bien, les résultats d'une analyse récente qui compare les années 1990 à 2015 évoquent une accentuation du nombre d'années de vie vécues avec incapacité pour raison de douleurs lombaires, avec un accroissement de plus de 54%. Alors, pour répondre à notre question, je pense qu'il est bon de rappeler ce qu'est la thérapie manuelle orthopédique. La thérapie manuelle orthopédique a été définie par l'IFOMT. L'IFOMT, c'est la Fédération internationale des thérapeutes manuels, qui a défini donc la thérapie manuelle en 2004 comme étant une spécialité de la kinésithérapie pour la prise en charge des dysfonctions du système neuromusculo-squelettique basées sur le raisonnement clinique et utilisant des stratégies de traitement hautement spécialisées, comprenant des techniques manuelles et également des exercices thérapeutiques. La thérapie manuelle orthopédique intègre et est guidée par les connaissances scientifiques, l'évidence clinique, mais également la situation biopsychosociale de chaque patient. Alors, pour répondre à la question de savoir la place de la thérapie manuelle orthopédique dans la prise en charge de la lombalgie, je pense qu'on peut tout à fait repartir de cette définition. Donc, comme je l'ai expliqué, comme la définition l'évoque, la thérapie manuelle est une spécialité de la kinésithérapie pour les dysfonctions du système neuromusculo-squelettique. Et sachez qu'en 2014, un arrêté royal belge a reconnu plusieurs qualifications professionnelles particulières, la kiné cardiovasculaire, la kiné respiratoire, la kiné neurologique, la kiné pédiatrique, la rééducation abdominopelvienne et la kinésithérapie périnatale, mais également la thérapie manuelle qui est donc reconnue de façon nationale dans notre pays. Et dans le cadre de cet arrêté royal, ont également été définis les critères pour pouvoir prétendre au titre de thérapeute manuel. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, ce titre sera octroyé aux kinésithérapeutes ayant suivi une formation de 75 ECTS en thérapie manuelle après leur formation de base de 240 ECTS. Et donc, vous comprendrez bien que la thérapie manuelle orthopédique est un domaine spécifique de la kiné et donc ne doit nullement être opposé à la kinésithérapie. C'est comme le médecin du sport ou le médecin spécialiste en médecine physique qui reste évidemment un médecin. Alors, la définition de la thérapie manuelle orthopédique indique également que la TMO, on va l'appeler comme ça, est guidée par l'évidence scientifique. En effet, l'approche en TMO est basée sur une approche EBP, basée sur l'Evidence-Based Practice. Et donc, à côté de l'expérience clinique, à côté des préférences du patient, évidemment, la prise en charge se basera sur les meilleures données scientifiques de la littérature. Ainsi, une prise en charge ne se basera pas uniquement sur l'opinion d'experts, mais va se baser sur les résultats des meilleures études scientifiques sur le domaine. Et donc, on parle ici du haut de la pyramide de l'évidence scientifique. La définition de la TMO évoque également qu'elle est guidée par la situation biopsychosociale de chaque patient. On sait effectivement qu'actuellement, le modèle de Descartes n'est plus du tout d'actualité. Donc, la douleur n'est pas simplement le reflet d'une lésion.
le modèle actuel est beaucoup plus compliqué que ça et prend en compte tous les facteurs psychosociaux pouvant influencer l'expérience douloureuse. Et donc on peut tout à fait imaginer un premier patient se plaignant d'une douleur dans le bas du dos, caractérisée par une intensité de la douleur à 8 sur 10 sur une échelle numérique, avec effectivement l'implication du bio, du psycho, du social. Mais on peut également imaginer un second patient avec cette même douleur lombaire-lombaire, toujours à 8 sur 10, chez qui les facteurs psychosociaux sont peu présents. Et puis on peut encore imaginer un autre patient, patient C, avec toujours cette douleur lombaire à 8 sur 10, et chez qui les facteurs psychosociaux, et ici plus spécifiquement le facteur psychologique, est prédominant. Et on comprendra donc aisément que ces trois patients devront être pris en charge de façon tout à fait différente. Alors, la thérapie manuelle orthopédique se base sur un raisonnement clinique approfondi. Alors, que veut-on dire par raisonnement clinique approfondi ? C'est un raisonnement qui va notamment prendre en considération les différentes composantes du modèle ICF, le modèle de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l'OMS. C'est-à-dire qu'il faudra évidemment évaluer le bio, les fonctions organiques, les structures anatomiques, les dysfonctions, mais il faudra également prendre en considération les limitations d'activité. Voir si le patient qui ne sait plus se pencher en avant, qui ne sait plus porter quelque chose. Et il faudra également évaluer les limitations en termes de participation, c'est-à-dire le patient qui n'a plus la possibilité, n'a plus la capacité de maintenir son activité professionnelle ou de s'occuper de son petit-fils. Et en plus de tout ça, il faudra évidemment tenir compte des facteurs psychosociaux, c'est-à-dire des facteurs environnementaux et des facteurs personnels. Alors, pour ce raisonnement clinique, l'anamnèse constitue une étape primordiale, une étape au cours de laquelle la communication thérapeutique sera très importante et qui va permettre de récolter toute une série d'informations qui vont influencer la prise en charge proposée. Ces informations seront complétées par des informations issues de l'examen clinique, où on va s'intéresser aux mouvements qui provoquent la douleur, aux mouvements qui soulagent la douleur, et où on va évaluer la mobilité de façon quantitative, mais également qualitative. Toutes ces informations vont permettre au thérapeute manuel d'émettre toute une série d'hypothèses. Des hypothèses sur l'origine de la douleur, sur les structures appliquées, des hypothèses sur les mécanismes de la douleur, sur la chargeabilité, c'est-à-dire savoir à quel point on pourra charger le patient, à quel point on pourra effectuer des techniques contraignantes ou intenses chez le patient. Ça nous permettra également d'avancer des hypothèses sur les facteurs modulateurs à appliquer dans la douleur, sur les mesures de précaution à prendre chez le patient, sur les contre-indications à certaines techniques, sur le pronostic. Et toutes ces hypothèses permettront de planifier la prise en charge. Alors, il faut savoir que différents modèles ont été décrits dans la littérature scientifique pour évoquer et pour aborder ces différents facteurs à prendre en compte lorsqu'on prend en charge un patient atteint d'une dysfonction, d'une douleur musculo-squelettique. On peut évoquer le modèle planétaire développé par le professeur Daniels et ses collègues de l'Université de Gand, le modèle développé par Toussignan-Laflamme, le modèle ici qui distingue les facteurs modifiables et non modifiables et qui va également aborder les interactions entre le patient et le thérapeute. Et puis alors, on peut évoquer également ce modèle développé par Mitchell et ses collaborateurs, modèle que je vais détailler un peu plus parce qu'il développe et il comprend véritablement l'ensemble des facteurs devant être pris en considération pour la prise en charge du patient. Donc le premier élément qu'on va discuter, c'est la perception du patient. La perception du patient qu'il a de sa maladie, de son problème. Et donc des questions comme « Quel est selon vous votre problème principal en ce moment ?» ou « Racontez-moi ce qui vous arrive » permettront de collecter des informations très pertinentes. Il conviendra également, évidemment, d'évaluer la capacité fonctionnelle du patient. À côté des informations récoltées dans l'anamnèse et dans l'examen clinique, des questionnaires comme l'EDI, le questionnaire Eiffel ou l'échelle fonctionnelle spécifique permettront d'avoir des informations à ce sujet et permettront d'objectiver les modifications pouvant intervenir suite à la prise en charge. Il faudra évidemment tenir compte également des attentes du patient qui sont importantes, peut-être pour les corriger, peut-être pour adapter un petit peu sa prise en charge pour répondre d'autant mieux aux attentes du patient, ce qui contribuera à l'efficacité du traitement, et également fixer avec le patient certains objectifs qui idéalement doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps. Deuxième élément, deuxième composante à prendre en considération, c'est le diagnostic.
Et c'est clair qu'une des premières choses à faire avec le patient lombalgique, ce sera d'aller exclure toute lombalgie spécifique, c'est-à-dire une lombalgie d'origine tumorale, infectieuse, traumatique, inflammatoire, vasculaire ou bien une urgence neurologique. Ces lombalgies spécifiques sont très rares. Elles interviennent dans moins de 1% des cas, mais elles vont nécessiter une prise en charge médicale, une prise en charge spécifique, et elles doivent donc être identifiées le plus rapidement possible. Et dans ce cas, le patient devra évidemment être référé au médecin. Pour identifier ces lombalgies spécifiques, eh bien, différents drapeaux rouges, différents red flags ont été décrits. Je ne vais pas les citer tous maintenant. Ils se retrouvent dans le rapport du KCE, dans le rapport du HAS 2019 qui reprend les recommandations pour la prise en charge de la lombalgie, mais il faut donc impérativement aller les screener. Peut-être rappeler néanmoins que ces red flags, ces drapeaux rouges, ont une spécificité limitée lorsqu'ils sont pris de façon isolée. Et on sait en effet que 80% des patients présentant une lombalgie aiguë ont au moins un red flag. Les caractéristiques de la douleur sont une autre composante à évaluer. Il convient ainsi de déterminer si le patient présente des douleurs plutôt nociceptives, neuropathiques, nociplastiques, ou si on a un mix de ces différentes caractéristiques de douleur. Pour identifier ce type de douleur, l'anamnèse, l'examen clinique, des questionnaires comme le CSI, le Central Sensitization Inventory, pour identifier une douleur nociplastique, ou le Pain Detect et le DN4 pour identifier une douleur neuropathique pourront être utilisés. Des tests cliniques également, des tests de fonctionnalité, force, sensibilité, réflexe, des tests de mécanosensibilité, qu'on appelle parfois neurodynamiques, comme le SLR, permettront quant à eux d'identifier des douleurs plutôt d'origine neuropathique. Il conviendra d'identifier si la douleur est plutôt mécanique ou non mécanique, et également il faudra s'intéresser à la présence ou non d'un phénomène de sensibilisation. Le phénomène de sensibilisation centrale, par exemple, est caractérisé par une hypersensibilité au toucher, aux pressions mécaniques, au bruit, à la lumière claire. C'est des éléments qu'on retrouvera dans l'anamnèse et qui sont régulièrement retrouvés chez des patients souffrant de mécanismes altérés de la douleur, comme les patients fibromyalgiques. Cette sensibilisation centrale peut également être identifiée à l'aide de l'algorithme développé par le professeur Nice et ses collaborateurs. Les facteurs psychosociaux, qu'on appelle généralement les drapeaux jaunes, bleus et noirs, doivent également être pris en considération. Les guidelines du KCE, donc du Centre fédéral d'expertise belge, ont souligné l'importance d'aller les identifier parce qu'ils peuvent favoriser le passage ou le maintien à la chronicité. Parmi ces facteurs psychosociaux, il y a les attitudes et les croyances. Les croyances des patients peuvent être délétères. Elles peuvent favoriser la chronicisation des douleurs ou le passage à la chronicité. Et ces croyances délétères sont très fréquentes. Elles peuvent concerner différents aspects. Elles peuvent concerner l'origine de la douleur, le patient qui pense que sa douleur résulte d'une vertèbre qui est déplacée. La cause, certains pensent que c'est leur activité professionnelle ou le fait de faire de l'activité physique qui cause leur douleur. D'autres pensent qu'un effort ou une activité physique qui accentue leur douleur aggrave leurs problèmes. Ça peut concerner l'évolution avec des patients qui pensent que la douleur va persister jusqu'à la fin de leur vie. Et également leur sentiment d'auto-efficacité. Certains patients sont convaincus qu'eux ne savent rien faire et que seul le thérapeute pourra moduler leur douleur. Et donc évidemment, tous ces éléments-là devront être pris en considération. Il faudra également s'intéresser au comportement du patient, voir s'il a plutôt tendance à éviter les activités, à éviter toute activité qui cause une douleur, ou voir s'il en fait de trop. Il faudra s'interroger sur peut-être la présence de conflits médico-légaux, également sur la compréhension du patient, de son diagnostic, de ses examens complémentaires, voir s'il est inquiet à ce sujet, et voir ce que, selon le patient, il conviendrait de faire dans le traitement. Le statut émotionnel, le soutien familial, et évidemment le travail, les conditions de travail, mais également l'impact des douleurs sur le travail sont d'autres éléments à prendre en considération, de façon à faciliter la mémorisation de ces différents aspects à évaluer. Il existe un moyen mémotechnique avec ces lettres A, B, C, D, E, F, W. À côté de cette anamnèse qui permettra de
d'évaluer ces facteurs psychosociaux existent des questionnaires et il y a notamment le Start Back Screening Tool ou bien l'Orebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire, des questionnaires qui peuvent aider le clinicien à mettre en évidence l'influence de facteurs psychosociaux. Ces questionnaires peuvent être retrouvés sur le site interactif développé par le KCE. Ce modèle évoque également l'importance de prendre en compte les possibles comorbidités associées et également l'hygiène de vie, que ce soit la sédentarité, le manque de sommeil, le stress, qui sont tous des facteurs qui peuvent favoriser la persistance ou la survenue des douleurs. Élément complémentaire à évaluer, c'est le comportement fonctionnel. En fait, il convient d'examiner si le comportement du patient est un comportement protecteur, on parle parfois de comportement adaptatif, ou bien s'il est plutôt maladaptatif et s'il peut contribuer à la persistance des douleurs. On sait en effet que suite à une lésion, toute une série de modifications au niveau du contrôle sensorimoteur vont avoir lieu, des modifications au niveau du contrôle de l'activation musculaire, et si dans un premier temps ces modifications peuvent être physiologiques, peuvent être bénéfiques, il est évident que la persistance de ces modifications sur le long terme peut constituer un comportement maladaptif et peut contribuer aux persistances des douleurs. Il conviendra ainsi à évaluer la présence d'une dysfonction de mouvement, d'une dysfonction de contrôle du mouvement, du contrôle moteur, d'identifier des comportements douloureux tels qu'une hypervigilance et une non-volonté à se pencher en avant et également un déconditionnement physique. Ainsi, une fois que tous ces éléments-là ont été évalués, le thérapeute pourra identifier le ou les facteurs dominants chez le patient et ainsi déterminer et planifier une prise en charge adaptée. On est donc loin du livre de recettes pour soigner la lombalgie. Alors venons-en justement maintenant au traitement. Ce traitement, et la définition de la thérapie manuelle l'évoque, qui va comporter évidemment, on va dire, des techniques, qui peut comporter évidemment des techniques manuelles, qu'on va appeler hands-on, mais également des exercices thérapeutiques, sans oublier l'éducation et le coaching du patient. Et donc, comme vous le comprenez bien, la thérapie manuelle orthopédique ne consiste pas uniquement en des techniques manuelles. Elle inclut des exercices thérapeutiques. Et c'est probablement la raison pour laquelle le célèbre journal Manual Therapy a changé de nom pour illustrer le fait que la thérapie manuelle orthopédique ne consiste pas simplement en des techniques manuelles. Alors, en ce qui concerne l'éducation et le coaching, et le thérapeute peut conseiller au patient de rester actif, de reprendre ses activités dès que possible, même si c'est des petites activités. Il devra également rassurer son patient, rassurer sur la probabilité élevée d'une évolution favorable et rapide. C'est ce qui se passe chez 90% des patients. Il devra également le rassurer vis-à-vis des examens complémentaires et des résultats que le patient pourrait avoir reçus et qui pourraient être à l'origine d'une certaine inquiétude chez le patient. Ou peut-être expliquer au patient pourquoi le médecin n'a pas prescrit d'examen complémentaire. Pour ce faire, ce qui peut être utilisé, c'est les résultats de la revue systématique de la littérature qui a été publiée en 2015 par Brinjiki dans une grosse revue de radiologie américaine dans laquelle 33 articles ont été inclus. Il s'agissait d'articles d'études réalisées sur des sujets asymptomatiques à qui on a soumis un examen d'imagerie médicale. Et ils ont classé, en fonction de la catégorie d'âge, les observations, les anomalies dégénératives observées à l'imagerie. Et les résultats de cette revue systématique illustrent bien la prévalence élevée de ces anomalies dégénératives dans une population de sujets asymptomatiques. Comme on peut le constater, plus de 37% des individus âgés de 20 ans présentent déjà des signes de dégénération discale. Et en ce qui concerne la discopathie, cette diminution de la hauteur du disque, on peut constater qu'à 50 ans, plus de la moitié des sujets présentaient au moins un signe de discopathie. Le thérapeute devra également expliquer l'intérêt de reprendre le travail dès que possible. Et donc, comme vous le constatez, ce qui est important, ce sera de fournir des messages rassurants aux patients. Et le KCE, donc ce Centre fédéral d'expertise belge, a bien souligné ce caractère, a bien souligné l'importance des messages qui doivent être véhiculés par les thérapeutes. Il faut absolument essayer de bannir et de stopper des messages qui peuvent avoir un effet néfaste sur les patients, tels que « votre dos est abîmé »,« vous avez le dos d'une personne de 70 ans »,
votre dos va s'user avec l'âge. Il faut éviter ce type de messages qui peuvent être considérés comme des virus cognitifs en raison de leur caractère délétère. Le KCE a également listé toute une série de messages à préconiser, à privilégier. Et ces messages vont permettre de promouvoir une approche biopsychosociale de la douleur. Ils vont permettre d'encourager une activité, des mouvements normaux. Ça permettra de répondre aux inquiétudes des patients vis-à-vis de leur imagerie et d'encourager l'autogestion. Et des exemples de type de messages, bien dormir, faire de l'exercice, manger sainement, aura un effet bénéfique sur votre dos. Tel que le meilleur traitement, c'est le mouvement, ou bien les modifications observées sur votre scan sont normales, comme sont vos cheveux gris. Ou encore, retourner au travail dès que possible, même à temps partiel, favorisera la récupération. Donc il faut impérativement favoriser ce type de message. Et il faut le favoriser parce que la littérature scientifique met en évidence l'influence forte et durable du discours des thérapeutes, ce qui est évidemment une excellente chose si les messages sont bénéfiques, mais ce qui est évidemment catastrophique si ces messages ne sont pas adaptés. En ce qui concerne l'éducation, le coaching, on pourra également conseiller certaines techniques d'autogestion, certaines postures, certains mouvements, certaines mobilisations. Et lorsque le patient présente des douleurs chroniques ou un risque de chronicité, à côté de la correction d'éventuelles croyances, il faudra également porter une attention aux comportements douloureux en essayant de les corriger. On peut identifier des patients appelés avoiders qui vont éviter la moindre activité douloureuse et qui vont donc progressivement en faire de moins en moins. Et évidemment, chez ce type de patients, il faudra leur redonner confiance, les confronter aux situations qu'ils appréhendent et envisager avec eux une reprise très progressive, très graduelle de l'activité, basée sur le temps plutôt que simplement sur les symptômes ressentis. Et puis à côté de ça, on peut avoir d'autres types de patients avec un comportement différent, qu'on appelle parfois des patients hyper-users ou persisteurs. Le patient qui va tailler sa haie, qui va commencer à avoir mal au dos, mais qui va se dire « Non, moi, quand je commence quelque chose, je le termine. » Et en plus, il fait beau. Il va continuer à tailler sa haie et évidemment, le lendemain ou pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, il aura mal au dos. Et peut-être qu'après cette semaine, il va se dire « Ah, je vais mieux. Je vais en profiter pour ranger ma cave. » Et on a ainsi un profil d'alternance de périodes douloureuses et de rémission. Ce type de patient devra bénéficier de stratégies de pacing, c'est-à-dire on va l'éduquer à modifier ses activités de la vie quotidienne. En cas de facteurs psychosociaux et de comportements inadaptés, on pourra faire appel à un psychologue ou bien à des thérapeutes spécialisés dans les approches cognitivo-comportementales. Pour ce qui est de l'éducation du coaching, on pourra être amené également à évoquer les facteurs modulateurs de la douleur avec le patient. Je dis généralement que chaque patient a son puzzle de la douleur, composé de plus ou moins beaucoup de pièces qu'il faudra essayer d'identifier pour agir dessus. On peut également évoquer le modèle de la tasse, développé par Lehman. Ce modèle souligne le fait qu'à côté de la santé tissulaire, de la santé des tissus qu'on peut observer à l'imagerie, existe un certain nombre d'autres paramètres à prendre en considération parce qu'ils peuvent modifier, ils peuvent moduler l'expérience douloureuse des patients. On peut donc imaginer un patient avec une discopathie ou une arthrose facétaire objectivée à l'imagerie, mais qui n'est pas inquiet vis-à-vis de son diagnostic, vis-à-vis de ses résultats d'imagerie, et qui a une bonne hygiène de vie, qui continue à bouger, qui n'est pas stressé. Et donc ce patient peut-être ne développera jamais de douleurs lombaires, ou si ces douleurs sont présentes, eh bien ces douleurs probablement disparaîtront rapidement, comme dans la majorité des cas. Mais on peut également imaginer un autre patient avec une même imagerie illustrant cette discopathie, cette arthrose facétaire, mais un patient qui est inquiet vis-à-vis de son diagnostic, qui a donc des mauvaises croyances, qui va peut-être dormir moins bien, qui a peut-être une moins bonne hygiène de vie et qui va arrêter ses activités de peur d'accroître sa douleur ou de peur d'accroître ses lésions. Et imaginez chaque élément dans cette tasse qui prend de plus en plus de place. À un moment donné, cette tasse va déborder. Et ce déborder peut illustrer ces douleurs qui surviennent ou qui persistent. Donc ce modèle de la tasse, il est intéressant parce qu'on comprend alors ce qu'il faut faire pour essayer de lutter contre ces douleurs. Ce n'est pas simplement en agissant sur la santé des tissus qu'on pourra régler le problème. Il y aura possibilité d'agir sur toutes les autres composantes. Alors sachez que différentes infographies
Différentes brochures, comme ce guide du mal de dos développé par OMT France, ont été développées et peuvent être distribuées aux patients pour les rassurer. Enfin, et pour terminer avec l'éducation et le coaching, chez certains patients, et on pense aux patients lombalgiques chroniques ou à risque de chronicité, l'éducation à la neurophysiologie de la douleur ou à la neuroscience de la douleur peut être un adjuvant intéressant si le patient est intéressé pour comprendre et pour en savoir plus sur l'explication de la persistance de ces douleurs. Cette neurophysiologie de la douleur est recommandée par le professeur Nice dans la prise en charge des douleurs rachidiennes chroniques, mais également dans les dernières recommandations des hautes autorités de santé, le HAS, ici en 2019. Au cours de cette éducation à la neurophysiologie de la douleur, différentes thématiques pourront être abordées. J'illustre ici différents sujets clés qui sont repris dans le livre, un livre de référence de Lorimer Mosley et David Butler, Explain Pain. Parmi les messages évoqués dans ce livre, on retrouve le fait que la douleur est personnelle, est toujours réelle, qu'il faut distinguer douleur et lésion. On sait en effet qu'une lésion n'est ni suffisante ni nécessaire pour provoquer une douleur. On mettra en avant l'influence du contexte également. Parmi les outils qui peuvent être utilisés, on retrouve également le site retrainpain.org que j'ai traduit en français avec certains collègues. J'ai étudié l'efficacité de ce site et j'ai également pu mettre en évidence qu'il est apprécié aussi bien par les thérapeutes que par les patients. En cas d'utilisation de ce site, le thérapeute est invité à rediscuter du contenu de chaque leçon avec le patient pour être sûr que tous les messages ont été compris. Alors à côté de ces techniques d'éducation et de coaching, la thérapie manuelle orthopédique va également inclure, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des exercices thérapeutiques. Parmi ces exercices thérapeutiques se trouvent les exercices sensorimoteurs, qui sont des exercices un petit peu spécifiques. On peut citer les exercices de discrimination somatosensorielle, les exercices de contraction musculaire élective de certains muscles, les exercices en travail de dissociation, et puis il y a des exercices, on va dire, plus classiques, qui, de toute façon, dans un premier temps, devront être supervisés, mais en sachant que le thérapeute devra inviter le patient à poursuivre ces exercices et à poursuivre ou reprendre d'autres activités physiques de façon autonome. Alors, ces exercices permettront l'éveil, la tonification, l'activation musculaire, mais également des mobilisations actives, des mobilisations articulaires ou des structures neurogènes. La littérature scientifique ne met pas vraiment en évidence de supériorité d'un type d'exercice par rapport à un autre. Et donc, à côté de ces exercices, on va dire plus traditionnels, il est évident que les activités de type aérobie ou également les exercices de type plus mind-body, comme le yoga, qui ont montré une certaine efficacité dans la littérature scientifique, pourront être proposés aux patients. D'ailleurs, le rapport du KCE et d'autres rapports insistent sur le fait qu'il faut proposer des exercices en tenant compte des besoins, des capacités, mais également des préférences propres à chaque patient. Tenir compte des préférences du patient pour proposer un programme d'exercice, ça se retrouve également dans cette belle infographie développée par Ben Cormack, dans laquelle il souligne que différents paramètres doivent être pris en compte avant de proposer un programme au patient. Oui, il y a ses préférences, mais il faut également que ce programme d'exercice soit le plus compatible avec l'activité familiale et professionnelle du patient, que cette activité soit facilement réalisable, qu'elle soit facilement modifiable pour la faire progresser. Il faut que ça nécessite un minimum d'équipement. Et donc, tous ces paramètres sont à prendre en considération si vous voulez proposer un programme d'exercice qui sera réalisé sur le long terme avec le patient. Dernier petit mot sur les exercices thérapeutiques pour souligner l'importance de varier les exercices, ça c'est une chose, mais également de proposer des exercices à une intensité de départ suffisante pour entraîner des adaptations, des modifications physiologiques. Il faut un niveau de sollicitation suffisant, mais ce niveau ne doit pas dépasser un certain seuil. Sinon, risque de récidive, risque d'exacerbation de la douleur lors de l'exercice, potentiellement le lendemain des raideurs. Et donc, c'est là la difficulté du thérapeute, ce sera de proposer des exercices dans une certaine fenêtre qui permettront d'améliorer la capacité des tissus. Alors, on va terminer évidemment avec les techniques manuelles
qui peuvent être des techniques articulaires, on pense aux mobilisations passives, actives, aux manipulations, aux techniques myofaciales, aux techniques neurogéniques. Et toutes ces techniques pourront avoir différents objectifs. Certaines pourront être utilisées pour moduler la douleur, d'autres pourront être utilisées pour restaurer la mobilité. Restaurer la mobilité et également rassurer le patient sur ses capacités d'être mobilisé. Et ça permettra également de préparer le patient à des techniques plus actives. Alors, la littérature scientifique a montré l'efficacité de ces techniques manuelles et plusieurs mécanismes d'action ont été évoqués dans la littérature. Je ne vais pas vous décrire ce beau schéma développé par Bialowski et peut-être juste le synthétiser en expliquant qu'à côté des effets biomécaniques existent des effets neurophysiologiques, mais également des effets psychologiques et placebo. Ainsi, si, suite à une prise en charge en thérapie manuelle, vous constatez une amélioration de votre patient, gardez à l'esprit qu'à côté des effets engendrés par votre technique, eh bien, l'effet placebo, les attentes du patient, mais également l'histoire naturelle de la maladie peut avoir contribué à cette amélioration. Dernier mot sur les techniques manuelles pour souligner que ces techniques ne doivent pas être utilisées de façon isolée et doivent être combinées aux exercices et à l'éducation. Cela a été souligné dans le rapport du KCE. Et donc, comme vous l'aurez compris, les techniques, les exercices qui vont être proposés dans le cadre de la thérapie manuelle orthopédique peuvent être considérés comme des stratégies de traitement hautement spécialisées. Et donc, pour répondre à la question de savoir la place réelle de la thérapie manuelle orthopédique dans la prise en charge de la lombalgie, eh bien, si on se réfère au rapport du KCE et à l'itinéraire de soins développé par ce groupe d'experts, on peut conclure que le thérapeute manuel a toutes les compétences nécessaires pour proposer une approche multimodale adaptée aux patients lombalgiques de par tout ce qui vient d'être expliqué dans cet exposé. Et donc, la thérapie manuelle a une place de choix dans la prise en charge de la lombalgie. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter ces articles que nous avons publiés avec certains collègues, à aller lire les articles publiés dans les encyclopédies médico-chirurgicales au sujet de l'historique de la thérapie manuelle ou au sujet de différents concepts que je n'ai pas réellement évoqués au cours de cette vidéo. Et puis, il y a également différents sites qui vous permettront d'en savoir plus sur la thérapie manuelle ou sur la prise en charge de la lombalgie ou des douleurs en général. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.